C'est la pleine lune au-dessus de la canopée. Les palmiers se dressent dans l'air humide, entourés de vignes et de lianes, et les insectes tropicaux bourdonnent dans le sous-bois. Ici, la nuit est paisible et obscure, bien loin de la ville, dans l'une des provinces les plus reculées et les plus isolées des Philippines. Il est peu probable que quelqu'un soit dehors à cette heure de la nuit. Une jeune femme se dépêche de rentrer chez elle. Elle tient une lanterne afin de savoir où elle met les pieds par cette obscurité. Son ventre gonflé indique qu'elle est enceinte d'au moins plusieurs mois. Il faut qu'elle prenne garde à ne pas trébucher. Elle se dit qu'une femme dans son état ne devrait pas être dehors à cette heure de la nuit, et qu'elle ne devrait certainement pas avoir à faire de telles tâches ménagères. Mais qu'importe, il faut bien que quelqu'un fasse le travail. Elle porte un panier de linge mouillé sous son autre bras. Elle vient de laver ses vêtements dans la rivière, et si elle s'était mieux organisée, elle serait rentrée bien avant la tombée de la nuit. Hélas, elle a passé beaucoup trop de temps à bavarder avec d'autres villageoises avant de se mettre au travail et de frotter ses vêtements sales contre les rochers. Heureusement, il n'y a pas loin de la rivière à la maison. Le pire qui puisse arriver, se dit-elle, c'est de manquer de repères dans l'obscurité et de trébucher sur un rocher ou une racine. Elle se répète qu'il n'y a aucune chance qu'elle tombe sur un animal nocturne, même si les frissons qui lui parcourent l'échine et la sueur qui perle sur son front indiquent qu'elle n'y croit pas du tout et qu'en fait, elle est de plus en plus nerveuse à mesure qu'elle progresse dans l'obscurité. Il n'y a pas que le risque de rencontrer des animaux sauvages. Elle se souvient des histoires que sa mère lui racontait quand elle était petite, toutes sur les terrifiants monstres surnaturels qui vivent dans ces bois. Bien sûr, ce ne sont que des histoires inventées de toutes pièces pour effrayer les enfants, se dit-elle. C'est une adulte à présent, sur le point d'avoir un enfant. Elle ne devrait pas avoir peur des croque-mitaines. Il lui faut juste garder la tête sur les épaules et elle arrivera chez elle saine et sauve. La lanterne projette sa lumière sur une silhouette qui se tient près du tronc d'un arbre quatre-mois. La femme sursaute, manquant de faire tomber son linge. Puis elle réalise qu'il ne s'agit pas d'un animal sauvage, mais plutôt d'une personne. « Oh, désolé, dit la jeune femme d'une voix un peu tremblante. Je ne pensais pas que quelqu'un d'autre était encore dehors si tard. Je pensais qu'il s'agissait d'un animal sauvage. »« Ne t'inquiète pas, ma petite, » dit doucement une voix sinistre. La silhouette s'avance et la jeune femme la reconnaît. C'est une vieille femme du village. Elle a le dos voûté et de longs cheveux blancs en bataille qui lui tombent sur les épaules. La jeune femme se sent étrangement nerveuse de tomber sur cette villageoise en pleine nuit, dans la jungle. Beaucoup d'enfants du village racontent que cette femme est en fait une sorcière, dotée de pouvoirs surnaturels. Même certains anciens du village ont peur de la croiser, de peur d'être ensorcelés. « Où vas-tu à cette heure-ci ? Quelqu'un dans ton état ne devrait pas faire autant d'efforts. »« Je rentre chez moi ?» dit la jeune femme en mettant son panier de linge en évidence. « C'est dangereux de sortir seule si tard. Laisse-moi te raccompagner. L'union fait la force, vois-tu ? » ?»« Merci. » La jeune femme semble presque vouloir objecter qu'elle n'a pas besoin d'aide pour rentrer chez elle, car elle n'a pas vraiment envie de passer plus de temps avec cette vieille femme. Mais en même temps, elle hésite à dire quoi que ce soit qui pourrait la vexer. La jeune femme ne croit pas aux sorcières, mais elle ne veut pas prendre de risques. De plus, la vérité est qu'elle a un peu peur de rester seule dans le noir et que toute compagnie est la bienvenue, même s'il s'agit de cette étrange vieille femme. « Tu en es à combien, ma chérie ?» dit la vieille femme en posant une main sur son ventre proéminent. La jeune femme grimace. Elle n'apprécie pas que cette vieille femme s'immisce ainsi dans son intimité. Les mains de la vieille femme sont ridées et ont de petites taches brunes, et ses doigts sont munis de griffes acérées. La jeune femme a envie de crier en les voyant, mais elle se retient. Elle s'efforce de répondre à la question de la vieille femme aussi calmement et poliment que possible. « Très bien, dit la vieille femme, les yeux toujours rivés sur le ventre de la jeune femme et ses mains frottant toujours son ventre comme si elle essayait d'atteindre quelque chose à l'intérieur. La vieille femme produit un son étrange avec sa bouche, comme si elle avait l'eau à la bouche, mais il est difficile de distinguer quoi que ce soit dans l'obscurité. Confuse, la jeune femme se contente de hocher la tête et presse le pas. Elle souhaite rentrer chez elle rapidement, et une fois chez elle, se tenir à distance de son fâcheux compagnon de voyage. La vieille femme suit le rythme et saisit fermement la jeune femme par le bras. Sa poigne est étonnamment ferme pour une vieille femme, en apparence frêle, et la jeune femme se demande à nouveau s'il n'y a pas quelque chose de surnaturel chez cette inquiétante vieille femme. Elle souhaite dégager son bras, mais les longues griffes de la vieille femme s'enfoncent brutalement dans sa chair. C'est comme si la vieille femme la mettait en garde, en silence. « Ne retire pas ton bras, je suis trop forte pour que tu puisses t'échapper. » « Quel charmant petit trésor tu portes là, » dit la vieille femme, comme si elle se parlait à elle-même. « Quel délectable petit fardeau. » La jeune femme sait qu'elle parle toujours de son futur bébé, mais tous ces marmonnements ne font que l'inquiéter davantage. Toutes deux poursuivent leur chemin. La jeune femme fixe obstinément la faible lueur que sa lanterne projette et fait tout son possible pour ne pas regarder la vieille femme qui se tient à ses côtés, de peur de crier. Pourquoi est-elle si nerveuse ? Et le pire, c'est qu'il est possible que la vieille femme ressente sa peur.
La jeune femme a entendu dire que les sorcières se vexent facilement, et elle n'a pas besoin de cela à ce moment précis. Elle continue à marcher. La vieille femme baragouine et chuchote à son oreille. Elle lui pose d'étranges questions sur sa grossesse. Tu manges bien, n'est-ce pas? Tu sais qu'il est très important de bien manger quand on porte un enfant, pour que le bébé soit fort et en bonne santé. Bien sûr, dit la jeune femme. Elle n'a pas du tout besoin de ces conseils qu'elle n'a pas sollicités. Elle pousse un soupir de soulagement lorsque le village se profile au-delà de la colline. Dieu merci, se dit-elle. Je suis presque arrivée à la maison. Elle espère juste que la vieille femme comprendra et la laissera tranquille une fois qu'elles seront arrivées sur le pas de sa porte. Elle se demande si cette vieille femme ne va pas essayer d'entrer chez elle ou de la conduire vers un autre endroit. Que faire? Tout ce qu'elle peut faire, c'est continuer à avancer vers son domicile et espérer que tout se passera pour le mieux. C'est juste toi, n'est-ce pas? Le père n'est pas sur la photo. Je ne t'ai pas vu en compagnie de jeunes hommes ces derniers temps, pas vrai? Demande la vieille femme. Sa curiosité commence vraiment à irriter la jeune femme, suffisamment pour lui faire presque oublier sa peur. Non, il n'y a que moi, dit spontanément la jeune femme. Elle regrette immédiatement cet aveu. Que prépare cette vieille femme? Est-elle sur le point de faire quelque chose de mal? Désormais, elle sait que la jeune femme vit seule et qu'il n'y aura personne à proximité pour voir ce que cette vieille femme prépare. Sa poigne se resserre sur le bras de la jeune femme, comme pour l'avertir à nouveau. Le village est calme et plongé dans l'obscurité. Tout le monde est déjà allé se coucher. Toutes deux marchent donc dans les ruelles étroites et calmes. Seul le craquement du gravier sous leurs pieds est perceptible. Après ce qui a paru être une éternité, elles arrivent devant la porte de la maison de la jeune femme. « Eh bien, me voici arrivée », dit-elle de façon un peu trop ferme et énergique pour être complètement naturelle. « C'est ma maison. Merci de m'avoir tenu compagnie durant le trajet. » À son plus grand soulagement, la vieille femme lui lâche enfin le bras. La jeune femme s'éloigne immédiatement et se masse les profondes lésions laissées par les griffes de la vieille femme. « N'y pense pas, ma chérie. » La vieille femme affiche un large sourire, un long filet de salive s'écoulant de ses lèvres. Ses dents sont abîmées. C'est difficile à voir dans l'obscurité, mais on dirait plus les dents d'une bête sauvage que celles d'un être humain. Ce doit être ses yeux qui lui jouent des tours à cause de la faible luminosité. La jeune femme ne peut s'empêcher de reculer de dégoût. Mais heureusement, son visage est dissimulé par la pénombre et la vieille femme ne semble pas le remarquer. « Je suis ravie de t'avoir aidé. J'espère te revoir très bientôt. » La jeune femme ne tarde pas davantage. Avant même que la vieille femme ne se retourne pour partir, la jeune femme traverse son jardin et ouvre sa porte à toute vitesse. Elle se précipite chez elle et referme la porte derrière elle. Son cœur palpite et son souffle est haletant. Elle sent que le bébé dans son ventre donne des coups de pied, troublée par la peur que ressent sa mère. « Chut, ça va aller, » murmure-t-elle en tapotant sur son ventre et en espérant que sa voix tendre contribuera à apaiser son bébé. « Je sais que tu as peur. J'ai peur aussi. Cette vieille femme m'a fait mourir de peur. On dit que c'est une sorcière, et j'ai tendance à le croire. Quelle étrange rencontre. » Elle écarte le rideau et jette un coup d'œil par la fenêtre. La vieille femme est partie. La jeune femme scrute la rue de haut en bas, mais ne voit aucun signe de son compagnon de voyage. Elle prend une profonde inspiration et sent la tension se dissiper dans son corps. Dieu merci, c'est fini. Elle ne peut expliquer pourquoi cette soirée l'a tant troublée, mais il y avait quelque chose de si étrange chez cette étrange vieille femme. Elle est heureuse de s'en être débarrassée. La jeune femme essaie de chasser cette histoire de son esprit et se prépare à se coucher. Alors qu'elle enfile son pyjama, elle sursaute lorsqu'elle entend un objet lourd et bruyant s'écraser sur le toit. Il n'est pas rare que des rats ou d'autres animaux nocturnes circulent sur le toit pendant la nuit, mais ce bruit est plus fort que d'habitude. « Ce n'est probablement rien, » se dit-elle en se mettant au lit. « Je suis encore bouleversée par ma rencontre avec cette vieille femme sur le chemin du retour de la rivière. Tout ça a dû me perturber plus que je ne le pensais si je sursaute à chaque petit bruit. Tout ira mieux au lever du jour, vivement demain matin. » Même si elle a les nerfs à vif, elle est épuisée par cette longue journée et trouve rapidement le sommeil. Les yeux de la jeune femme se ferment et sa respiration devient lente et régulière. Elle est peut-être troublée par des rêves étranges, mais elle semble dormir profondément. Endormie, elle n'entend pas le bruit sur le toit. La chose qui se trouve là-haut fait un vacarme épouvantable en se traînant sur les tuiles. Si quelqu'un était là pour voir, il verrait que ce qui est sur le toit n'est pas un rat. C'est une silhouette sombre, presque assez grande pour être humaine, mais curieusement plus petite. La créature est pourvue de 2 énormes ailes sur le dos, qui l'aident à maintenir son équilibre sur le toit. Elle se traîne à l'aide de ses mains et ses longues serres grattent le toit à la recherche d'une tuile mal fixée, ou de tout ce qui lui permettrait de pénétrer dans la maison. Elle finit par trouver une fissure. La créature se penche en avant et place son œil au niveau de la fissure pour regarder dans la pièce du dessous. La jeune femme est endormie dans son lit, juste en dessous, et c'est exactement ce que cette créature espérait. La jeune femme marmonne dans son sommeil. Elle fait des rêves perturbants.
Alors qu'elle est profondément endormie, tout à coup, quelque chose tombe par cette fissure dans le plafond. C'est long et couvert d'un liquide visqueux, épais et humide. Ça ressemble à une langue, mais c'est bien trop long pour être une langue humaine. Cela descend de plus en plus bas dans la pièce et se rapproche de plus en plus de la jeune femme endormie. L'appendice dégoûtant lui effleure le visage comme s'il cherchait quelque chose, laissant une traînée de salive humide sur son front. Puis il s'approche des lèvres et la langue paraît trouver ce qu'elle recherche. Aussitôt, elle se glisse dans sa bouche et s'enfonce dans sa gorge. La jeune femme commence à tousser, à s'étouffer. Ses membres s'agitent, elle se débat, mais elle est encore plongée dans son sommeil. Elle imagine peut-être qu'elle se noie dans une rivière, qu'elle s'étouffe avec de la nourriture ou qu'elle est étranglée par un monstre. Quoi qu'elle pense, elle n'est pas loin du compte. Une langue bizarre s'est introduite dans sa gorge. La langue s'enfonce de plus en plus profondément en elle jusqu'à atteindre son utérus. Un anatomiste expérimenté pourrait être perplexe quant à l'idée que la langue puisse accéder à son utérus en passant par sa gorge. Mais c'est pourtant exactement ce qui s'est passé. La langue s'est faufilée dans le labyrinthe de ses entrailles jusqu'à trouver son futur bébé. Un orifice s'ouvre à l'extrémité de la langue, montrant ainsi qu'elle est vide, comme une énorme paille. La langue aspire le bébé comme un aspirateur. Le bébé est aspiré et remonte le long de la langue. C'est comme s'il s'agissait d'un cochon sauvage avalé par un boa constrictor. Une fois le bébé obtenu, la langue se retire de la bouche de la femme, remonte vers le plafond, puis disparaît à nouveau par la petite fente située sur le toit. Il y a de nouveau du bruit sur le toit, puis on entend un léger battement d'ailes. La jeune femme est à nouveau plongée dans un sommeil profond. Son horrible sensation de suffocation a disparu. Elle passe le reste de la nuit dans le calme et la sérénité, mais lorsqu'elle se réveille le lendemain matin, elle constate que son cauchemar n'est pas terminé. Elle se réveille avec une étrange sensation de vide dans les tripes. Quelque chose cloche. Elle repousse ses couvertures et se regarde avec stupéfaction. Son bébé n'est plus là. Son ventre est redevenu plat et elle sent, comme seule une mère peut le ressentir, qu'elle ne porte plus rien en elle. Elle hurle de terreur en faisant cette étrange découverte. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Comment cela a-t-il pu se produire? Cette jeune femme vient de faire une rencontre avec le SCP-5201. Le SCP-5201 est une sous-espèce humanoïde originaire des Philippines, dénommée Homo sapiens visceralis, mais connue sous de nombreux noms locaux à travers les îles Philippines, notamment l'Azwang, le Tik-Tik ou tout simplement le suceur de viscères. Mais il est plus communément appelé le Manananggal. Durant la journée, le SCP-5201 ressemble à un être humain ordinaire. À première vue, il n'y a aucun moyen de distinguer immédiatement un spécimen de SCP-5201 d'un Homo sapiens. Cependant, les chercheurs de la Fondation ont découvert qu'il existe certaines particularités rétiniennes propres au SCP-5201. La Fondation a donc mis au point un scanner rétinien portatif permettant d'identifier rapidement les spécimens de SCP-5201. Il est beaucoup plus facile de distinguer le SCP-5201 d'un humain ordinaire la nuit, lorsqu'il opère une étrange et surprenante métamorphose. Il se part d'une paire d'ailes ressemblant à celle d'une chauve-souris. Plus surprenant encore, son corps se sépare en deux. Son torse se met alors à voler à la recherche de proies avec ses intestins qui traînent derrière lui, tandis que la partie inférieure de son corps est cachée dans un endroit sûr, jusqu'à ce que le SCP-5201 ne forme plus qu'un à nouveau. Le SCP-5201 recherche des proies humaines. Il se fie probablement à son odorat très développé, et une fois qu'il a choisi sa victime, il se pose sur le toit de la maison et introduit sa longue langue à l'intérieur de la maison pour se nourrir. Le SCP-5201 se nourrit en insérant sa langue dans les orifices des pauvres personnes endormies et en aspirant leurs organes, aussi facilement que vous siroteriez un soda à la paille. Le SCP-5201 se nourrit volontiers de foie, d'estomac et d'intestins humains, mais son plat préféré est le fœtus, à tel point que lorsqu'ils prennent apparence humaine, les SCP-5201 sont souvent reconnaissables à leur tendance à baver à la vue de femmes enceintes. Les SCP-5201 sont bien connus des habitants de la région, lesquels vivent dans la crainte des attaques nocturnes du redoutable Manananggal. Il est intéressant de noter que le SCP-5201 peuvent être repoussés par des objets sacrés abrahamiques, comme des chapelets ou des crucifix, ou peuvent être poignardés en plein cœur avec des bâtons de bambou pointus, une méthode très similaire à celle utilisée contre les vampires dans la littérature occidentale. Le SCP-5201 est particulièrement vulnérable lorsque son buste part à la chasse. Alors il prendra toujours le plus grand soin de cacher la partie inférieure de son corps dans un endroit sûr. Si par chance vous trouvez la partie inférieure, il est possible de tuer le SCP-5201 en aspergeant ses viscères avec des ingrédients tels que de l'ail, du sel, du vinaigre ou, à défaut, des cendres ou de l'urine. Cela entraîne une réaction étrange qui n'est pas encore totalement comprise par les chercheurs de la Fondation, mais qui empêche les deux moitiés de se rejoindre. Si les deux moitiés du Manananggal ne peuvent se rejoindre avant l'aube, la lumière du soleil tuera la créature. Il est également possible de repousser le SCP-5201 en utilisant un fouet spécialisé fabriqué à partir de la queue d'une raie pastenague. La Fondation SCP détient actuellement un nombre non communiqué de SCP-5201 domestiqués dans l'aile de confinement des animaux du site 235.
Comme cette espèce est réputée pour pratiquer le cannibalisme, chaque spécimen est détenu dans une cellule de confinement individuelle. Le fait de nourrir le SCP-5201 avec des organes humains pose des problèmes éthiques et logistiques évidents, mais la Fondation a découvert que le SCP-5201 peut très bien se nourrir de n'importe quel mammifère nouveau-né pesant au moins 1 kg. Les porcelets se sont jusqu'à présent avérés être l'option la plus efficace, mais d'autres espèces peuvent aussi bien faire l'affaire. Toutes les portes des cellules de confinement des SCP-5201 doivent être surveillées par au moins 2 personnes de niveau 2 équipées de fouets faits avec des raies, de crucifix ou de tout autre objet susceptible de blesser les SCP-5201. Contrairement aux humains, les SCP-5201 ont un système de reproduction asexuée inhabituel. Le bas du corps peut générer un nouveau torse via un processus similaire à la régénération épimorphique observée chez les lézards. Le torse d'un SCP-5201 laisse derrière lui la partie inférieure de son corps et part à la recherche d'une femme humaine compatible. Le SCP-5201 attaque et dévore cet être humain en prenant possession de la partie inférieure de son corps. Le fait de répandre de la cendre, de l'urine ou des aromates dans les entrailles de la partie inférieure du corps inhibe ce processus et empêche toute reproduction. On ignore l'origine exacte du SCP-5201. Bien que la créature soit originaire des Philippines et que des documents indiquent que la créature y habite depuis au moins l'an 1500, date à laquelle elle a été mentionnée pour la première fois par des marins espagnols, des fossiles et des analyses génétiques révèlent qu'il s'agit en fait d'une espèce invasive étrangère à l'archipel philippin. Le SCP-5201 est actuellement présumé avoir disparu à l'état sauvage, suite aux efforts d'éradication menés par la Fondation dans les années 90. Une vague d'attaques de SCP-5201 au début des années 90 a incité la Fondation SCP à s'associer au Comité surnaturel des Philippines et à la Coalition occulte mondiale afin de prendre des mesures visant à empêcher la propagation du SCP-5201 dans d'autres pays. Baptisé Projet Dipsy, l'opération a consisté à amnésier les habitants des principales villes des Philippines, à financer des campagnes de communication visant à faire passer le SCP-5201 pour un produit du folklore et des légendes urbaines, et enfin à apprivoiser les SCP-5201 rescapés en vue de mener des recherches sur la régénération cellulaire. Du fait de leur agressivité et de leur penchant pour la chair humaine, les SCP-5201 tentent régulièrement de briser leur confinement, ce qui leur a valu d'être classés Euclide. Et même si la Fondation SCP a fait de son mieux pour éliminer toute menace de SCP-5201, rien ne garantit que quelques spécimens de ce monstre cruel ne se soient pas glissés entre les mailles du filet et ne se soient pas répandus dans le monde au-delà des Philippines. Avant de vous coucher, vérifiez quand même si votre chambre ne présente pas de fissures ou de trous suspects. En effet, il existe peu de choses plus désagréables que de se réveiller à la suite de rêves agités et de trouver une longue langue visqueuse coincée au fond de votre gorge. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-1013, Cocatrice, pour découvrir une autre histoire concernant un monstre mythologique, mais bien réel. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer une seule anomalie, car nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.